Épisode numéro 21 de la série L'alchimie d'un roman. Et aujourd'hui, je vais tenter, une fois n'est pas coutume, de coller à l'actualité. Parce que c'est pas tous les jours qu'un de nos compatriotes reçoit la plus prestigieuse des récompenses littéraires. Alors vous l'avez deviné, nous allons parler de Patrick Modiano, notre nouveau prix Nobel, et j'ai décidé naturellement de l'aborder au travers du roman qui lui a valu aussi le prix Goncourt en 1978, Rue des boutiques obscures. Et l'alchimie de ce roman particulier, bien sûr, ce sont les 4 éléments, l'eau, le style qui s'écoule, la terre, le milieu où le roman s'enracine, l'air, la fiction qui nous élève, et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Car tous les romans sont ainsi faits. Mais alors pourquoi ce roman-ci vaut-il le Goncourt puis le Nobel ? En alchimie, le mystère, le miracle pourrait-on dire, réside non pas dans les ingrédients mais dans les proportions subtiles. Voyons si nous pouvons entrevoir les secrets de Modiano. Et pour attaquer cette montagne par le bon bout, commençons par le traditionnel résumé de l'intrigue en 1 minute chrono. Le narrateur du roman à la première personne est un détective privé, amnésique, qui décide d'enquêter sur sa propre histoire, sur sa propre vie qu'il a totalement oubliée. Partant d'un simple nom puis d'une photographie, il remonte la piste en traversant un mariage un peu lunaire, un enterrement russe, il partage la table d'un japonais à un piano-bar, puis il croit se reconnaître sur la photo, il s'appellerait Freddy Howard de Luz. Alors il visite l'appartement où se serait suicidée sa femme, une certaine Gay Orlow, puis il retourne au château familial des Howard, une demeure en perdition. Là, il apprend qu'il n'est pas un Howard, mais qu'il est peut-être le mystérieux Pedro que l'on voit aussi sur la photo, aux côtés du fameux Freddy et de sa femme Gay Orlow, la suicidée. Lui, Pedro, et sa compagne, une mystérieuse Française. La suite de son enquête exhume l'identité de cette femme, elle s'appelle Denise. Alors le narrateur rencontre un jockey puis un photographe et il apprend qu'il s'appelle Pedro McEvoy et qu'il a fui avec Denise à l'époque jusqu'à Megève puis en Suisse. Et brusquement, l'enquête se termine sur l'évocation de la fameuse fuite, la mémoire lui est revenue, c'était pendant la guerre pour échapper à l'occupation, la fuite de Pedro et de Denise, et la vérité apparaît enfin tellement claire et tellement simple après l'enquête alambiquée. Bon, alors qu'il soit prix Goncourt ou prix Nobel, Modiano n'en travaille pas moins avec les mêmes outils que tout romancier. Et pour faire passer une émotion ou un message, il ne dispose que d'un récit et quelques personnages. Alors comme tout romancier, sa première tâche est de nous séduire et au premier plan, nous convaincre d'entrer dans la peau de son personnage pour vivre son récit de l'intérieur. Cela s'appelle l'empathie, et plus on fusionnera avec son personnage, plus on sera réceptif au thème que Modiano veut aborder. Le premier outil pour réussir cela, c'est le style, c'est l'élément de l'eau. Et même si l'intrigue du roman au premier abord semble assez compliquée, le texte lui-même est très facile à lire. Le vocabulaire est élémentaire, les phrases sont courtes et directes, un style qui nous accueille à bras ouverts, le langage du narrateur pourrait être le nôtre. On y trouve même des fautes de français, comme quand Modiano écrit « Le moteur du taxi marchait, mais il n'y avait personne au volant. Moi, toute mon enfance, j'ai été repris par des profs qui m'expliquaient qu'un moteur tourne ou fonctionne, mais qu'il ne marche pas. Modiano s'en fout, il écrit comme parle son personnage, comme nous parlons nous-mêmes. D'ailleurs, le roman entier est à la première personne. Et puis autre exemple, au détour d'une péripétie de l'enquête, il nous balance sur 2 pages une liste de noms et d'adresses. C'est le bottin que consulte son personnage, un détective, pour trouver une piste. Ce ne sont plus des phrases, ce n'est plus du texte. C'est une page de bottin dans laquelle il faut chercher le nom d'un individu. C'est comme si le personnage nous demandait d'entrer dans son histoire pour chercher avec lui. Ou non, en vérité, c'est tout simplement comme si nous étions nous-mêmes le personnage en train de chercher. Voilà comment, grâce au style, le romancier nous glisse dans la peau de son personnage. Jusque-là, on peut dire que c'est très réussi, mais il faut reconnaître que c'est assez classique. Tout romancier recherche l'empathie du lecteur avec son personnage. C'est bien joué, mais ça ne justifie pas le prix Nobel. Attendez, vous n'avez encore rien vu. Car le personnage créé par Modiano est particulier. Il est amnésique. Pire, il est un homme hanté par sa mémoire, et c'est ce point particulier que Modiano veut nous faire explorer. Pour cela, le style ne suffit plus et c'est l'intrigue qui va devenir l'outil principal, l'élément de l'air. Alors comment, grâce à l'histoire qu'il nous raconte, Modiano va nous faire adopter la vision et les problèmes d'un amnésique ? Alors on peut noter que la forme même du roman nous aide beaucoup, parce que, si on y pense, au moment de lire la première page, le personnage et nous sommes sur un pied d'égalité. Ni lui ni nous ne savons rien de ce qui s'est passé avant. On entre dans l'histoire totalement vierge de toute mémoire. Puis on se laisse guider par l'histoire dans une enquête compliquée dont on a du mal à comprendre le détail à moins d'être un maniaque et de prendre des notes. On cherche à reconstituer notre passé en sautant d'un nom du bottin à une photographie, on ne comprend pas toujours la logique, mais ce faisant, on traverse des scènes hautes en couleurs, on fait des rencontres mémorables. On traverse le mariage d'une mariée habillée en bleu et dont le restaurateur craint, je cite, que ça ne finisse en partouze. On tient une conversation allongée sur un divan, on croise un critique gastronomique, un bar de mariniers flamands, bref, toute une série d'images qui marquent notre mémoire de lecteur. Et quelle est notre surprise à la fin du récit quand un détail éveille un souvenir un peu vague de quelque chose que l'on a croisé au début du roman.
En fait, en lisant le livre de Modiano, on se crée une véritable mémoire. Une mémoire qui est la même que celle du personnage. Des images qui reviennent, qui résonnent. Quand par exemple le jockey de la fin de l'histoire siffle un air en montant dans la voiture, on se dit, nous lecteurs, bon sang, j'ai déjà entendu cet air quelque part, juste parce que Modiano nous l'avait décrit quelques chapitres plus tôt. Deuxième exemple de cette belle alchimie. Au chapitre 8, le narrateur commence à se souvenir. Il tente de reconstituer une scène passée entre lui et certains de ses amis. Mais il n'est sûr de rien. Et il conclut par l'exclamation « drôle de gens », alors que, d'une certaine façon, il parle de lui-même. Ainsi, étant amnésique, il se penche sur sa propre histoire comme si c'était l'histoire d'autres gens. On imagine l'impression étrange que ça doit faire. Et non, on ne l'imagine pas, on la ressent. Car c'est exactement en tant que lecteur ce qu'on est en train de faire, se pencher sur la vie de ces gens sans vraiment accepter qu'il pourrait s'agir de nous-mêmes. Là, on commence à réfléchir. Ce n'est plus de l'air, ça devient du feu, ça devient un message. C'est le message de Modiano que l'on commence à assimiler étape par étape. Et la réflexion du narrateur sur sa mémoire et sa vie passée devient peu à peu notre propre réflexion. Par exemple, au cours de son enquête, le narrateur visite le château familial des Howard de Luz. Il ne sait pas qui il est, mais il se force à reconstituer ses souvenirs en fonction de ce qu'il voit autour de lui. Et comme les mémoires ne lui reviennent pas, il cherche inspiration dans les objets qui l'entourent. Devant la table, il cherche à se rappeler les dîners de famille. Et nous, on essaye avec lui, et on comprend ainsi le fonctionnement de la mémoire. La mémoire, ce ne sont pas des photographies qui remontent toutes seules à nos yeux, ce sont des scènes que l'on reconstruit à partir de rien. On se souvient tous de la Madeleine de Proust, dont le goût sur la langue fait remonter un souvenir oublié. Chez Modiano, c'est différent, car le narrateur reconstruit une histoire sans même être sûr que c'est la sienne. La mémoire n'est pas un flash qui nous revient, c'est une histoire que l'on reconstruit par petits morceaux. Est-elle vraie ? Quelle importance ? Car la vie dont on se souvient nous-mêmes, lecteurs, est-elle exactement celle que l'on a vécue ? C'est un premier message, on a déjà la tête qui tourne. Ensuite, Modiano s'attache énormément aux objets, aux couleurs. Le narrateur, en regardant un divan, essaye vainement de capter les échos de ses anciennes soirées. Plus loin, il dit « Je crois qu'on entend encore dans les entrées d'immeubles l'écho des pas de ceux qui avaient l'habitude de les traverser et qui depuis ont disparu. Au fond, je n'avais peut-être jamais été ce Pedro McEvoy, dit-il, je n'étais rien, mais des ondes me traversaient. » C'est exactement ce que l'on ressent, nous lecteurs. Nous ne sommes pas non plus Pedro McEvoy, mais nous saisissons les vibrations que distille Modiano, qu'il accroche aux objets et aux mots. Et par bribes, on reconstitue la mémoire de quelqu'un qui n'a peut-être jamais existé, un personnage de littérature. Quelqu'un avec qui l'on pense, jusque-là tout m'a semblé si chaotique, si morcelé, des lambeaux, des bribes de quelque chose, mais après tout c'est peut-être ça une vie. Le deuxième message est étourdissant. Qu'est-ce qu'une vie, sinon des lambeaux que l'on cherche à reconstruire après coup, des vibrations que l'on ressent devant un divan ou dans l'entrée d'un immeuble. Alors, on reconstruit une vie avec le narrateur comme si c'était la nôtre. Et puis, vers le milieu du roman, on commence à comprendre seulement de quoi on parle. On parle de la Deuxième Guerre mondiale. Pedro McEvoy et sa femme Denise cherchent à quitter la France sous l'occupation avec leurs amis Freddy Howard de Luz et sa femme Gay Orlo, les 4 personnages de la photo. Ils fuient à Megève, puis tentent de traverser la frontière suisse avec des passeurs. Le récit change de forme. À plusieurs reprises, Modiano mélange à l'enquête du narrateur les souvenirs d'autres personnages. Par exemple, il se souvient avoir rencontré Denise en compagnie d'une petite fille dans une fête foraine à l'époque. Et puis Modiano nous raconte les souvenirs d'une femme de Valparaiso qui se souvient de la même scène. En fait, c'est la petite fille qui est devenue adulte. De la même manière, un homme inconnu se souvient que pendant la guerre, il avait acheté des bijoux à un fugitif qui avait besoin d'argent. À la fin du roman, le narrateur se souvient de cette même scène car il était lui-même le fameux fugitif. Et ainsi, le roman devient choral sans qu'on s'en méfie. Il n'est plus l'histoire et les souvenirs d'une seule personne, mais la mémoire d'une époque tout entière. La guerre qui a tellement hanté Modiano, qui, bien que né en 1945, dira « La mémoire de la guerre précéda ma naissance ». Voilà l'élément de la Terre qui nous manquait. Et ce roman, au-delà d'une réflexion sur la mémoire et sur la valeur de nos vies, prend davantage de hauteur en s'intéressant à la mémoire d'une époque. Et alors qu'il s'exclamait « drôle de gens » en se penchant sur sa propre vie, Modiano ajoute à la fin du roman « drôle d'époque ». Une époque que l'on cherche aussi à reconstruire à partir de fragments et dont on cherche les vibrations dans les rues de Paris ou sur les routes de Megève à la frontière suisse. Et voilà, alors en grand romancier, Modiano conclut la fusion des 4 éléments dans une scène finale très émouvante. Car brusquement, sans vraiment nous y préparer, il nous donne la clé de son histoire. À l'occasion d'un chapitre beaucoup plus long que les autres, il nous raconte les faits comme ils se sont déroulés. Pedro et Denise décident de fuir vers la Suisse. Ils s'en remettent à 2 passeurs qui les dépouillent et les abandonnent sous la neige en pleine montagne. Pedro perd Denise qu'il ne reverra plus jamais. Et ce qui nous marque dans cette scène émouvante, c'est sa simplicité.
aucun pathos, rien que des faits. Une histoire tellement simple quand on la compare à l'enquête alambiquée qu'il nous a fallu pour la reconstituer. Quand il voit Denise pour la dernière fois, Pedro, le narrateur, la décrit ainsi. Elle était habillée ce matin-là d'un manteau de Skinks, d'un pullover jacquard et d'un pantalon de ski que lui avait prêté Freddy. Elle avait 26 ans, les cheveux châtains, les yeux verts et mesurait 1m65. Et voilà le message que nous délivre Modiano, un message qu'il faut une vie normalement pour comprendre. Il nous raconte ce qu'est la vie d'un homme ou d'une femme, ce qu'est une époque tout entière. Il nous raconte comme tout cela, en définitive, est une histoire simple. Un ensemble de fragments épars, de photos collectionnées dans des boîtes en fer, de vibrations que l'on ressent à la vue d'un divan, une histoire simple en définitive, mais tellement importante, parce qu'il n'y a rien d'autre qu'elle. Dans la vie, nous dit-il, ce n'est pas l'avenir qui compte, c'est le passé. Et il termine son roman par cette image qui résume l'ensemble. Une petite fille rentre de la plage au crépuscule avec sa mère. Elle pleure pour rien parce qu'elle aurait voulu continuer de jouer. Elle s'éloigne. Elle a déjà tourné le coin de la rue, et nos vies ne sont-elles pas aussi rapides à se dissiper dans le soir que ce chagrin d'enfant ? Et voilà pour le 21e épisode, en espérant qu'il vous aura donné l'envie de lire l'œuvre exceptionnelle de notre nouveau prix Nobel. Et si Modiano ne vous suffit pas, je vous invite à retrouver une belle brochette d'autres grands auteurs sur ma chaîne YouTube, L'Alchimie d'un roman. Vous pouvez aussi retrouver mon actualité plus générale sur Facebook sur la page Les romans de Jean-Philippe Depote ou sur mon blog depote.com/blog. Et merci encore pour vos commentaires chaleureux qui me font toujours plaisir. À bientôt, à la prochaine fois.